Savez-vous qu'il existe un moyen très efficace pour devenir un as du savoir ? Un génie de la logistique et de la résolution de problèmes, un pro des réponses à n'importe quelle question dans n'importe quel domaine ? C'est un truc très efficace et ça s'appelle, attention, roulement de tambour, les études. Oui, vous avez bien entendu, grâce aux études, vous obtenez un passeport permanent vers la terre de la sagesse, du savoir et de la maîtrise. Et en plus, c'est une activité plutôt bien acceptée dans la société, qui vous offre aussi un accès VIP à un réseau d'opportunités et de contacts en or massif, sans compter que vous êtes assuré de gagner plus gros à long terme. Les études, c'est l'affaire de votre vie, ne les laissez pas vous échapper. Si les études secondaires revêtent une importance capitale dans notre société moderne, elles sont livrées aux mêmes mécanismes économiques que le reste de nos activités. Chaque année, des millions de jeunes ambitieux et confiants dans l'avenir, convaincus de faire le bon choix, acceptent de s'endetter de façon disproportionnée pour satisfaire aux exigences de compétences dictées par un marché du travail complexe et mondialisé. Un avenir merveilleux est à leur portée. Merveilleux, c'est peut-être exagéré, mais au moins meilleur que celui des autres. Et avant toute chose, avant même d'acheter un premier livre ou un stylo ou d'assister à sa soirée d'intégration, le candidat aux études supérieures doit d'abord passer par la case banque et placer lui-même devant lui le plus gros obstacle à son lancement dans la vie active. Si en France, l'accès aux universités est encore en théorie à la portée de tous, aux États-Unis, tout est devenu très compliqué et l'image de l'étudiant américain a bien changé. Ça n'est plus le beau gosse motivé et hyperactif, pilier de sa fraternité et de son équipe de baseball, qui arpente les campus des plus célèbres facs du monde comme Harvard ou Princeton. La démarche nonchalante et la mèche rebelle fixée sous sa casquette Lacoste. Aujourd'hui, l'étudiant américain moyen est en danger. Il arbore des airs de SDF, se nourrit de pizza et carbure aux anxiolytiques pour essayer d'oublier le prix exorbitant de ses études et les mensualités du crédit qu'il a signé pour s'assurer un futur meilleur. Il y a de quoi en perdre le sommeil et foirer ses partiels. Et il y a aussi de quoi rater sa vie. Le problème de la dette étudiante, colossal, revient sur le tapis cet automne avec la fin des mesures de soutien post-pandémique. Pendant 3 ans, les étudiants américains ont pu bénéficier d'une énorme bouffée d'oxygène quand l'administration Trump a décidé de suspendre les mensualités pour faire face à la baisse générale des revenus pendant les confinements. Une mesure vitale, renouvelée par le gouvernement Biden, pour qui lutter contre la dette étudiante est une mesure de campagne. Oui, mais voilà, cette période bénie s'achève comme une soirée de clôture du Spring Break, brutalement et dans la douleur. Aujourd'hui, les difficultés des étudiants américains ont pris de telles proportions qu'elles menacent quasiment toute l'économie américaine et que certains y voient même le déclencheur de cette récession qui n'en finit plus de se faire attendre. Et oui, c'est que ces millions de charmantes petites têtes bien faites représentent des centaines de milliards de dollars, 1800 milliards. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, juste après vous avoir expliqué dans quelle panade ils se sont mis. Et comme tout ce qui se passe là-bas finit tôt ou tard par nous tomber dessus, on verra si la même chose ne serait pas en train d'arriver chez nous, on ne sait jamais. Mais juste avant, un petit message. Si vous aimez la chaîne et que vous avez envie de nous aider à garder notre indépendance, c'est super facile, il suffit de vous abonner. Et pour vous remercier, on vous offre la newsletter Money Radar. Retrouvez chaque semaine dans votre boîte mail un récapitulatif de l'actualité économique, des actions et des projets crypto, des outils en ligne pour vous aider à gérer votre argent et tous les bons conseils. Elle accompagne à merveille la pause café, elle est garantie sans sucre et sans spam et à consommer sans modération. Pour vous inscrire, c'est dans le descriptif. Merci à toutes et à tous, soyez les bienvenus, nous sommes sur Money Radar. Le 1er octobre dernier, 43 millions d'Américains ont regardé avec tristesse leur budget pour Thanksgiving et Noël se réduire brusquement quand les paiements des mensualités des prêts étudiants ont repris après 3 ans d'interruption. La vie leur coûte déjà bien cher depuis quelques temps, avec une inflation cumulée moyenne de plus de 21% sur les 2 dernières années. Et les fêtes s'annoncent déjà un peu moins brillantes que l'année dernière, mais ça ne pouvait pas tomber à un pire moment. Selon les données de la Réserve fédérale, la mensualité moyenne d'un prêt étudiant se situe entre 200 et 299 $. C'est une somme à l'heure où la moitié des ménages américains déclarent faire face à des difficultés de paiement quasi quotidiennes et où 40% des emprunteurs envisagent déjà de réduire leurs dépenses pour pouvoir honorer leurs engagements. Pire, selon une enquête réalisée en parallèle par Morgan Stanley, ce chiffre grimpe à 76% contre 69% avant l'été. Avec un encours moyen par étudiant de 36 000 $ et environ 20 millions de nouveaux étudiants qui déboulent chaque année, la dette étudiante s'est transformée en monster truck et atteint 1 770 milliards $, soit plus ou moins l'équivalent du déficit de l'État fédéral prévu pour 2024. Quand j'étais étudiante, j'avais juste une tirelire et elle n'en contenait pas autant. Alors, comment en est-on arrivé là ? C'est bien connu, les meilleures universités du monde sautent aux États-Unis.
Sauf que d'après le classement Forbes, ça n'est pas toujours le cas. Mais en revanche, Harvard, Stanford, Yale, Princeton, Columbia ou le MIT s'accrochent à leur place de numéro 1 si on parle en total de la facture. Aux États-Unis, une fois leur diplôme de fin d'études secondaires en poche, les étudiants ont accès aux études supérieures délivrées dans des community colleges et les universités avec un premier cycle. La licence s'obtient en 4 ans et ouvre les portes du deuxième cycle. L'étudiant peut alors se diriger vers un master et remplir pour 1 ou 2 ans de plus. Et si nous avons affaire à un acharné, le doctorat est au bout du chemin. Mais pour les Américains, fréquenter une université ne se résume pas à obtenir un diplôme. C'est plonger dans un monde riche d'opportunités où on ne fait pas que cultiver ses compétences académiques. On y construit un réseau de contacts précieux et c'est un terrain fertile pour tisser des liens sociaux durables. En être exclu, c'est voir se fermer les portes d'un avenir serein. Voilà pourquoi chaque année, 20 millions de jeunes Américains n'hésitent pas à investir leur corps, leur âme et leurs économies dans leurs études. Car chez l'oncle Sam, toutes les études supérieures sont payantes, y compris dans les universités d'État. En 1990, un étudiant pouvait assurer son cursus dans une université d'État pour 11 000 $, contre 3 fois plus dans une université de prestige ou une école privée. En 2022, 4 ans d'études dans une université publique coûtent la modique somme de 23 250 $ en moyenne et 53 400 $ dans une école privée ou une fac prestigieuse, en plus d'avoir un dossier scolaire en béton et, si possible, quelques parrains. En 20 ans, les frais de scolarité ont été multipliés par 3 à 10 selon les écoles pour atteindre des sommes astronomiques, jusqu'à 120 000 $ pour un cursus de 2 ans de master à Columbia. À moins de s'appeler XAEA 12 Musk, peu d'étudiants ont autant d'argent en poche, sachant qu'il faut en plus aussi tenir compte des à côté, le logement, le transport, l'alimentation, la santé et les activités extrascolaires, particulièrement encouragées outre-Atlantique. Parallèlement, le revenu médian des anciens étudiants n'est passé que de 40 914 $ à 44 691 $, soit une hausse de seulement 9%. Celui des étudiants, par contre, a bondi de 52%. C'est au moins une bonne nouvelle, mais ce sont elles qui ont emprunté le plus. Résultat, les prêts étudiants représentent aujourd'hui le 2e poste de dépense des ménages, juste après le remboursement du crédit immobilier. Et dès 2019, le taux de défaut atteignait déjà 11,1%. Plusieurs études menées par des organismes indépendants, dont le National Bureau of Economic Research, prouvent dès 2012 que l'explosion des frais de scolarité est en lien direct avec les aides gouvernementales, et notamment la distribution de prêts étudiants par l'État ou garantis par l'État. La Federal Reserve Bank de New York, qui s'est aussi penchée sur le sujet en 2015, a déclaré avoir constaté, je cite, que les établissements les plus exposés aux programmes de prêts fédéraux ont augmenté leurs frais de scolarité de façon disproportionnée et conclut que la politique de soutien gouvernemental est responsable d'au moins 65% de la hausse des prix. Comme ça, c'est clair. C'est quoi un prêt fédéral ? Les prêts bonifiés aux étudiants existent depuis les années 60. En 1965, le Federal Student Loan Program prévoyait de faciliter l'accès à l'enseignement supérieur en offrant des prêts à taux réduit aux étudiants les plus méritants, assortis d'une garantie de l'État. La mesure a permis aux banques de distribuer des prêts à tour de bras et les écoles ont ensuite profité de l'aubaine et ajusté leurs frais de scolarité en conséquence, à tel point qu'une première crise menace rapidement en réaction à la formation de ce que l'on appelle la bulle étudiante. Face aux difficultés de paiement des étudiants, dès 2010, le système est abandonné pour le Direct Loan Program. Les étudiants boursiers ou soutenus par l'État sont invités à se financer directement auprès du département de l'éducation. Dehors les banques privées, maintenant c'est l'État fédéral qui prête. Ces nouveaux prêts fédéraux sont émis à taux fixe. Les intérêts sont payés par l'État pendant toute la durée des études et en cas de pépin financier, ils sont entièrement modulables. Depuis leur lancement, ils rencontrent un franc succès. Aujourd'hui, 92% de l'encours total de la dette étudiante est devenu une ligne de plus dans le budget et s'ajoute aux 30 000 et quelques milliards de dollars du découvert fédéral. Évidemment, comme il n'y a pas d'argent, ce sont les porteurs d'obligations américaines et les contribuables qui vont devoir prendre en charge les coûteuses études de petits génies américains. Les Américains n'ont plus les moyens et dans le contexte économique actuel, en pleine crise de la dette et avec les rumeurs de récession, tout ça prend de dangereuses proportions. La dette des étudiants américains est donc surveillée comme le lait sur le feu. Il n'est pas question de remettre en cause les bienfaits économiques, financiers et humains de l'enseignement secondaire. Mais l'endettement a atteint un tel niveau qu'il affecte maintenant la croissance économique américaine. Outre le fait que la reprise des paiements va entraîner un trou de 120 milliards de dollars sur le secteur de la consommation discrétionnaire et faire baisser la demande intérieure de 2,5% en plein boom des fêtes de fin d'année, l'endettement effréné des jeunes Américains a d'autres conséquences, plus durables, moins visibles et plus vicieuses. La Fed a d'abord constaté, par exemple, que l'endettement étudiant affecte fortement le niveau d'épargne de précaution, mais aussi un peu plus tard, l'accès au crédit immobilier. Le taux d'accession à la propriété des 20 à 30 ans a baissé de 4% en 10 ans, ce qui retarde les mariages et la formation des familles. Aujourd'hui, 41% des 25-38 ans ont des dettes d'études. Il n'était que 15% en 1990.
Ceux-là ont un patrimoine en moyenne 2,7 fois plus petit que celui d'un étudiant qui n'a pas eu besoin d'emprunter. Le surendettement des étudiants nuit aussi à la création des très petites entreprises qui demandent de l'apport personnel. Et toujours selon les calculs de la Fed, 3,3% d'augmentation de la dette étudiante entraîne un recul de 14,4% des créations de TPE. Enfin, les taux de défaut deviennent problématiques. En 2021, 34% des étudiants qui suivent un cursus dans une école privée n'ont pas pu honorer leurs engagements, comme 29% de tous les étudiants noirs, toutes écoles confondues, 18% des hispaniques et 13% de la totalité des étudiants des universités publiques. Pas besoin de diplôme du MIT pour savoir que ça fait quelques millions. Pourtant, dès mars 2020, en pleine première vague de Covid, Donald Trump a mis en place un moratoire et offert aux étudiants américains bien plus qu'une bouffée d'oxygène, puisque la suspension des mensualités a duré presque 3 ans. Pendant ce temps, Joe Biden, tout fraîchement élu, a fait de la dette étudiante son cheval de bataille. Dès son arrivée, il a annoncé vouloir supprimer purement et simplement l'équivalent de 10 à 20 000 $ des ardoises de 40 millions de jeunes Américains endettés, une proposition à 400 milliards retoquée par la Cour suprême en juin dernier. Pas découragé pour autant, l'opiniâtre Joe annonce en août dernier le plan Saving on Valuable Education, que l'on pourrait traduire en français par « économiser sur une éducation de valeur », et plus connu sous l'acronyme SAVE. 20 millions de détenteurs de prêts fédéraux vont voir leur mensualité ajustée à leurs revenus réels, avec une réduction moyenne qui pourrait aller jusqu'à 90% ou 0 pour les plus pauvres, ceux dont les revenus sont inférieurs à 32 800 $ par an. Il n'y aura plus de facturation d'intérêts de retard en cas de difficulté et la durée des plans de remboursement pourra s'allonger jusqu'à 20 ou 25 ans. Finalement, les allègements devraient conduire à une réduction de 10 000 à 20 000 $ comme prévu, mais toucheront moitié moins d'étudiants. Jusqu'à maintenant, déjà 116 000 milliards de dollars de dettes ont été annulés pour 3,5 millions d'Américains. Évidemment, tout ça n'est pas gratuit et c'est une nouvelle fois le déficit public qui va absorber le coût de ce sauvetage, autrement dit la dette, puisque les caisses sont vides, une dette qui flirte déjà avec les 33 000 milliards de dollars. On espère donc de tout cœur pour les États-Unis que le petit génie qui saura comment régler le problème de cette dette abyssale soit déjà sur les bancs d'une fac et bientôt prêt à venir partager ses idées. À ce stade, je suis sûre que vous vous demandez si tout ça ne pourrait pas se reproduire en France. Les études secondaires sont tout aussi précieuses chez nous, et nous aussi, nous avons nos fleurons. Avec les DEC, les SEC et HEC, il y a 3 Françaises au top 10 des meilleures écoles européennes, même si malgré la Sorbonne, les Mines, Polytechnique ou Supaéro, nous sommes désespérément absents du top mondial. Ceci étant dit, les frais de scolarité dans les grandes universités françaises n'ont rien à voir avec leurs homologues américaines. 170 € pour une licence, 243 € pour un master ou 380 € pour une année de doctorat, des frais de scolarité à 3 chiffres qui font rêver les étudiants de Berkeley. Si l'enseignement des facultés est aussi accessible, c'est que l'État prend la plus grosse partie à sa charge pour un coût moyen par étudiant et par cycle estimé à 10 000 €. Mais en France, ce sont surtout les écoles, sous tutelle des ministères, qui attirent les étudiants les plus ambitieux. Des noms prestigieux comme Polytechnique, Centrale Supélec ou AgroParisTech, et ce n'est plus le même tarif. Intégrer l'école des mines vous coûtera 3 850 € par an si vous êtes résident européen et 6 050 € si vous venez d'ailleurs. Les passionnés d'aéronautique devront débourser 14 600 € par an pour suivre des cours sur le campus Supaéro. Devenir polytechnicien se paye 19 000 € pour 3 ans de formation, 38 000 € pour les étudiants hors Union européenne, mais s'engager à travailler dans la fonction publique au moins 10 ans permet d'annuler la facture. Enfin, si vous avez la fibre commerciale, sachez que les 23 700 € par an facturés par HEC sont non négociables, mais évoluent en fonction de votre situation. Nous avons près de 3 millions d'étudiants dans l'enseignement supérieur contre 2,43 millions il y a 10 ans. Depuis 2017, les prêts étudiants sont eux aussi garantis à 70% par l'État, ce qui signifie qu'il n'y a pas besoin de faire appel aux proches pour se porter caution et sans condition de ressources, mais leur montant est limité à 20 000 €. Pour le reste, les banques continuent de proposer des crédits étudiants jusqu'à 120 000 € et jusqu'à 12 ans qui peuvent être affectés au paiement des frais de scolarité ou répondre à tous les autres besoins, comme le logement qui représente pas moins de 69% du budget d'un étudiant français. Avec la libéralisation de l'enseignement, la dette étudiante française a augmenté de 50% en 10 ans et se montrait à environ 12 milliards € en 2022. C'est une goutte d'eau comparée à l'insondable abysse américain. Tous ces prêts financent essentiellement les frais de scolarité des élèves de grandes écoles privées. 57% d'entre eux sont endettés, mais heureusement, le recours au crédit étudiant reste bien moins répandu, surtout dans l'enseignement public français qu'aux États-Unis, car les conséquences sont les mêmes. En France aussi, démarrer dans la vie avec un prêt étudiant à solder est un vrai handicap, mais rien à voir avec ce qui pèse sur la jeunesse américaine. Pendant qu'au Congrès, on se dispute pour débattre sur la pertinence du modèle éducatif américain, qu'on imagine des universités gratuites pour tous ou seulement pour les plus pauvres, un scénario catastrophe se profile. La dette étudiante pourrait devenir la nouvelle subprime, l'étincelle qui viendrait mettre le feu à la couche poudre qui recouvre toute l'économie américaine.
L'Amérique et ses étudiants ont un point commun, ils n'ont pas d'argent et ils ont beaucoup emprunté. Aujourd'hui, ils font tous les fonds de tiroir pour payer leurs factures et ils prient pour que la Fed n'ait pas à relever ses taux une 13e fois. Ce qui revient à dire que si ça pouvait ne pas empirer, ce serait un chouette cadeau de Noël. Si vous avez vous-même fait l'expérience du crédit étudiant, racontez-nous ça dans les commentaires. Bonne ou mauvaise expérience? Et si votre endettement s'est opposé à la poursuite de vos projets de vie? Et si notre vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose, super, mon contrat est rempli. N'hésitez pas à nous le faire savoir en cliquant sur j'aime et en partageant. Et si vous avez envie de prolonger un peu le plaisir, pensez à nous rejoindre sur Instagram ou X, on vous attend. Quant à moi, il me reste à vous remercier pour votre fidélité. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur Money Radar.